Donc là, nous sommes chez Muriel Taylor, qui a une très belle villa à Jérusalem, derrière Hebron. Donc je suis chez le peintre astrologue ou l'astrologue peintre Muriel Taylor. Vous êtes franco-anglaise en quelque sorte. Française mariée avec un Anglais et habitant à Jérusalem. Voilà, c'est ça. Donc vous nous disiez que vous êtes intéressé à la pédagogie de l'astrologie. Enfin, disons que faire connaître l'astrologie à un jeune âge. Et vous avez, puisque vous êtes justement, on dit à l'instant que vous étiez peintre, et je suppose que vous avez mis cette peinture au service de l'astrologie. Non, ça a été une autre direction. J'ai commencé à peindre il y a 3 ans. Ah. Et les documents que vous aviez faits pour l'astrologie, c'est pas vous qui les avez non. mis. Ah oui, d'accord. De toute façon, la peinture que je fais aujourd'hui, c'est abstrait. Oui. Et tout ce que j'avais fait à l'époque, c'était autre chose. Mais, vous avez donc voulu, à travers cette collection, qui est parue en hébreu et qui avait vocation aussi à apparaître dans d'autres langues, on voit déjà des enfants qui sont en train de... C'est un peu l'image qui revient en permanence, hein, ces enfants qui parlent entre eux. C'est ça qu'est-ce que vous avez voulu dire? Oui, Ils parlent des astres entre eux. Comme une école d'astrologie pour les enfants. Et là, on vous voit avec vos enfants, en fait. Mes 2 filles qui étaient très jeunes. Et en fait, j'ai aussi fait ce livre pour leur expliquer à elles ce que je fais. Et je me suis rendu compte au départ qu'elles étaient tellement intéressées. L'astrologie, ça peut énormément parler aux enfants et je pense que ça peut beaucoup les aider. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon, justement, ça peut accrocher leur attention et ça peut les aider? Sur le moment, je n'y pense pas forcément. D'abord, l'astrologie, ça aide à comprendre les autres. Si les enfants avaient parce que ces petits livres, c'est des livres de base. Qu'est-ce que c'est qu'être un bélier? Qu'est-ce que c'est être une balance? Si les enfants comprenaient vraiment la nature de chaque signe, je pense qu'ils auraient beaucoup plus de facilité à comprendre les gens autour d'eux. Et déjà à cet âge-là, je crois que ça pourrait beaucoup améliorer les choses. C'est un langage qu'ils apprennent, en fait. De toute façon, l'astrologie, c'est un langage, c'est un code. Oui. Et c'est un alphabet, ça s'apprend. L'astrologie peut s'en servir à beaucoup de niveaux, mais déjà à un niveau très simple, au niveau des jeunes, je pense que c'est très intéressant. Et j'ai toujours vu, ils ont beaucoup de questions. Les étoiles, ça les intéresse, les astres, ça les intéresse, et leur personnalité à travers ça, ça les aide, ça peut justifier certaines choses, ça peut aider à comprendre. Et vous l'avez mis en application, si on peut dire. Enfin, vous avez vu des enfants qui faisaient ça. Vous avez organisé des groupes d'enfants. J'ai fait un moment, effectivement, avec mes filles, en profitant pour enseigner aussi à d'autres enfants. J'ai surtout enseigné à des adultes. Oui. Mais Et oui, donc effectivement, c'est, je sais pas, moi je pourrais lire en hébreu, enfin c'est un peu, on y trouve, bon c'est très imagé, ça ressemble un peu à des bandes dessinées à un moment, effectivement. Il faut déjà savoir lire, je suppose, évidemment. Il faut savoir lire. Enfin, quoi qu'on peut imaginer une maman qui lit ça à ses enfants. Peut-être des livres pour... ça aussi. Oui. Et donc, vous avez développé toute une... là, par exemple, le bélier, tout de suite, on voit le côté sportif, enfin, je sais pas, qui sort... le besoin d'action, le besoin de bouger. Voilà. Je pense que si une maman comprenait que si elle a un fils bélier, c'est très important de lui faire beaucoup de sport, de lui donner l'occasion de bouger autant que possible, c'est bien, c'est important. En fait, on n'a même pas besoin de savoir lire l'hébreu, en fait. On peut simplement regarder les images. Oui. Hein, c'est un national. Donc il y a tout de suite une tonalité qu'on capte même quand on ne sait pas lire. Des couleurs. Et oui, les couleurs, la couleur rouge, par exemple, oui, c'est ça. Et je sais pas, vous reliez, je sais pas, je vois par exemple que vous reliez pas spécialement le bélier au printemps, par exemple, je sais pas, c'est pas. Non. Non, c'est le premier signe, c'est un signe cardinal. Voilà, c'est ça. Il y a ce besoin de commencer les choses, de renouveau, c'est clair à ce niveau-là. Le côté un peu, effectivement, il y a l'homme qui prend la femme dans ses bras, comme ça, c'est... Le pompier qui est le sauveur,
ces béliers sont des courageux, ils font des actes de bravoure, par exemple. Il y a des signes qui sont plutôt, qui semblent plus faire en affinité avec un garçon qu'avec une fille, non, peut-être? Un peu, Un petit peu, c'est plus masculin que d'autres. Est-ce que vous remarquez que des petites filles, elles ont bélier, elles ont un petit côté garçon manqué? C'est sûr. Souvent, je veux dire, le thème de quelqu'un, la personnalité de quelqu'un, c'est quand même basé sur beaucoup plus que juste un signe astral. Donc, oui, il faut quand même beaucoup se méfier des généralités. Oui. Je pense que c'est un des problèmes de l'astrologie, c'est un des problèmes des horoscopes qui ont vraiment donné un nom à l'astrologie. Enfin, ils en ont fait quelque chose, ils l'ont vulgarisé à un tel point que ça n'a plus d'intérêt. L'astrologie est environnée, comme on dit tout à l'heure, de choses trappes, entre d'un côté ceux qui débordent de l'astrologie pour aller vers d'autres savoirs plus ou moins discutables, l'astrologie trop populaire, enfin, effectivement. Et dans l'autre ouvrage, alors donc c'est la même démarche didactique. Oui. Vous avez écrit un livre en hébreu. Je crois qu'il n'y a aucune personne n'a jamais écrit un livre sous ce titre-là, en ma connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? L'astrologie, qui sait? Qui sait. Qui sait. Et ça veut dire aussi qui sait, parce que c'est un livre pour étudier l'astrologie, donc c'est des questions et réponses en même temps, et en même temps c'est l'astrologie qui sait. Peut-être quand même ça marche. Voilà, c'est bien vu. On dit ça comme on peut. Donc c'est un ouvrage qui... C'est un ouvrage plus pour les étudiants d'astrologie. Ce que tu appelais tout à l'heure, c'est pas ça le trivial? Oui, j'avais l'intention d'en faire un trivial poursuite. C'est la base du trivial poursuite. Voilà, donc en fait c'est les questions que j'ai recueillies dans un livre finalement. Mais ce sont des questions de connaissances astrologiques ou des questions qu'on se pose autour de l'astrologie? Non, il y a 5 Parce que les réponses, parce qu'il faut donner des réponses aussi. Oui, il y a un domaine où c'est des questions générales sur l'astrologie, effectivement. C'est des questions, il y a à chaque fois 3 réponses possibles. Oui. Il y a un des chapitres, c'est des questions générales, et les autres chapitres, c'est sur le thème natal, sur les transits, enfin des choses plus prévues. C'est les gens qui sont intéressés à étudier, c'est la synastrie, c'est-à-dire les comparaisons de thèmes. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a un Mars ici ou Vénus là-bas, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut donner comme relation. Alors dans le premier chapitre, c'est le premier chapitre qui est le plus intéressant, parce que dans les chapitres suivants, vous avez donné le savoir que l'on est censé avoir en astrologie. Donc je suppose que vous n'avez pas fait forcément des réponses très originales sur certains points. Je ne sais pas, à moins que vous ayez une astrologie un peu personnelle. Sûrement. Et des points sur lesquels vous différez de la tradition astrologique, vos réponses sont... Ça m'est difficile de vous répondre, mais je pense que j'ai toujours une approche très créative de l'astrologie. Pour moi, j'ai voulu en faire des jeux, j'ai voulu que ce soit vraiment quelque chose de très abordable pour tous. Et en quoi vous différez, à votre avis, de l'astrologie classique? Vous avez, je sais pas, vous mettez les planètes dans d'autres, vous liez les planètes à d'autres signes, je sais pas, vous avez changé certaines attributions. Je ne sais pas vous dire. D'accord. Alors concernant le premier chapitre, c'est un des chapitres, je ne sais pas si c'est le premier chapitre. Concernant les chapitres ouverts sur quelles sont les questions justement auxquelles moi aussi je vous voulez que je vous le passe, vous regardiez un petit peu, mais vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens qui vous ont posé des questions sur les médias? Oui, j'ai eu pendant assez longtemps une émission de radio à Jérusalem, oui. Où j'avais 2 heures par semaine, très libre, et donc on parlait de ce qui se passait cette semaine-là au niveau astrologique, mais c'était aussi des chansons qui correspondaient à certaines positions de planètes. C'était toujours essayer de regarder l'astrologie pour tous les jours. Comment intégrer ça dans sa vie, comment s'en servir au jour le jour. Ce n'était pas des questions de gens qui s'interrogeaient sur l'astrologie. Les questions demandaient ce que l'astrologie avait à leur dire. Non, les questions de base qu'on m'a toujours posées en astrologie, c'est comment est-ce qu'on peut être astrologue et religieux, juif religieux en même temps. Ah ben oui. Donc ça toujours... les gens se sont toujours posé cette question. Je suis fille de rabbin, alors c'est forcément une question qu'on m'a toujours demandé, mais
je ne fais pas de l'astrologie. Ce qui est interdit dans le judaïsme, c'est de faire de la prédiction, en fait. Puisqu'on dit de toute façon, les solutions viennent d'ailleurs, elles ne sont pas entre nos mains forcément. Mais se servir de l'astrologie comme d'un outil pour comprendre qui on est, ce qu'on veut faire, et quand même voir des plages de temps qui correspondent mieux à certains mouvements qu'on veut faire dans la vie, alors il n'y a pas de problème avec ça. Et vous-même, vous avez commencé l'astrologie en France ou en Israël? Non. Quand j'habitais en France jusqu'à l'âge de 20 ans. Non. À ce moment-là, vous n'étiez pas encore baigné initié à l'astrologie? Non, j'avais déjà été à Paris à l'époque, j'avais été voir une astrologue qui s'appelait Joël de Gravelaine. Ah oui, qui est bien connu, qui est décédé maintenant. Oui, je sais. Et que j'avais beaucoup apprécié. Et j'avais été la voir à l'époque justement pour... je sortais avec quelqu'un et je voulais savoir ce qu'elle en pensait. Et c'était très intéressant parce qu'elle a énormément apprécié nos thèmes ensemble. Ah bon? Ah oui, des deux personnes. Oui, et alors? au point, on s'en est même servi dans des articles qu'elle a écrits pour nous citer comme le couple idéal. Ce qu'elle n'a pas du tout voulu prendre en considération, c'est que lui, mon ami à l'époque, n'était pas juif. Elle a voulu rencontrer mes parents, ce qui est déjà, comme on a eu pour un astrologue, c'est trop. Il faut pas. Il faut leur expliquer que vu que Mars et Vénus étaient là, le fait qu'ils ne soient pas juifs, c'était un détail. Donc il y a vraiment toute une dimension qui lui avait échappé. Elle a interféré dans votre vie quand même. Mais elle était très excitée par notre thème, elle trouvait que c'était vraiment extraordinaire. Ça a été une illustration, oui. Or, quand moi j'ai commencé l'astrologie, à étudier l'astrologie quelques 5 et 6 ans plus tard, je n'ai pas été d'accord avec elle. Cela dit, c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, j'ai eu des discussions très passionnantes avec elle. Mais vous n'avez pas suivi ses conseils finalement? Je n'ai pas suivi ses conseils finalement, je suis habitée en Israël. Vous n'avez pas voulu aller avec quelqu'un qui n'était pas juif d'abord? C'était sûrement une des issues, mais en tout cas, c'était une anecdote intéressante, franchement. Mais je n'ai pas été d'accord. Et vraiment, un thème, ça peut quand même se voir. Les astrologues sont d'accord sur un certain nombre de choses, mais pas sur tout. Les interprétations qu'on fait d'un thème, je pense que ça paraît quand même... Donc ça vous a confirmé que vous avez bien fait de ne pas suivre? Non, ça m'a confirmé qu'il y a autre chose que l'astrologie. Ça veut dire que même si le thème doit être parfait, il y a des éléments extérieurs qu'il faut voir, parce qu'ils n'étaient pas parfaits, ces thèmes. Mais néanmoins, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en considération. Ah oui. Et il faut... D'autres paramètres, effectivement. Oui. J'ai vu il n'y a pas longtemps le dernier spectacle de Gad Elmaleh, que j'apprécie énormément. Il dit à un moment, nous avons tous besoin d'une femme pour nous guider, mais il faut quand même avoir le sens de l'orientation. Moi je pense qu'il faut tous, on a tous besoin d'astrologie pour nous guider, mais il faut aussi garder son sens de l'orientation, ses repères, et savoir où on veut aller. Un des problèmes à mes yeux avec l'astrologie, enfin pas avec l'astrologie, mais avec la façon dont les gens envisagent l'astrologie, c'est qu'ils y cherchent des réponses sans se responsabiliser. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus chez moi me disant voilà, c'est ça qui m'est arrivé toutes ces années, et maintenant qu'est-ce qui va m'arriver? Et mon travail à moi, ça a toujours été d'essayer de les rendre sujets de leur vie, de voir avec eux les options qu'ils ont, parce que je ne pense pas que l'astrologie ferme les choses, au contraire, et de voir ce qui leur correspond le mieux, ce qu'eux veulent faire. Déjà, le mot arriver est un mot bizarre, comme si les choses arriver, c'est-à-dire arriver au bout. C'est très passif, ça veut dire c'est ça qui m'est arrivé, je n'y suis pour rien. On est arrivé au but ou à la conclusion qui devait forcément... Oui, et donc souvent c'est quand même des gens qui auraient besoin de faire une thérapie. J'ai travaillé beaucoup avec des psychologues, et c'est pas en une session qu'on résout tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour revenir un peu à ce qu'on disait avant notre entretien, c'est vrai que il faut réfléchir sur quels sont les gens qui viennent à l'astrologie, qui ont besoin d'astrologie. Ils ont peut-être un profil particulier. Et puis deuxièmement, mais c'est un autre sujet, quels sont les gens qui sont particulièrement marqués par les astres. Un autre sujet qui ne convient peut-être pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des spécificités. Moi, ça m'intéresse beaucoup que vous nous parliez du profil de ces personnes qui... c'est vrai que tout le monde ne vient pas à l'astrologie, c'est évident, et tout le monde ne vient pas à n'importe quel moment à l'astrologie non plus. Donc, visiblement, paradoxalement, vous savez, il y a un des grands paradoxes, c'est que peut-être que c'est les gens qui prévoient le moins qui vont plus souvent voir l'astrologue.
Il y a un débat là-dessus, j'en parlais encore hier avec quelqu'un qui est, je ne sais plus qui c'était, j'en reviens à Sophie, mais qui me disait ah non, pas du tout, c'est les gens les plus intuitifs qui vont à l'astrologie. Alors on peut parfois demander si c'est pas plutôt les gens qui sont les moins intuitifs qui vont à l'astrologie pour trouver justement une compensation. Je pense qu'il y a vraiment de tout. Il y a un petit pourcentage de gens qui viennent voir un astrologue par curiosité. Ça peut arriver, ils n'ont jamais fait leur thème, ils ont envie de savoir leur ascendant, etc. Donc il y a un petit pourcentage de gens comme ça. Mais sinon, la grande majorité des gens qui viennent voir un astrologue, ils sont dans des moments de crise aiguë, ils ont des décisions très, très importantes à faire. Oui, et donc finalement, comme vous dites, effectivement, c'est quand même, ils viennent dans des moments, des moments critiques. Difficiles. Mais cela dit, j'ai vu absolument de tout. J'ai travaillé, curieusement, beaucoup avec des gens de Miacharim. Ah oui. C'est-à-dire pour traduire, pour les francophones qui ne connaissent pas... le quartier très très religieux de très Jérusalem, orthodoxe. notamment les orthodoxes. Et j'ai vraiment, au cours des années, j'ai rencontré toutes sortes de personnes de là-bas qui venaient me voir pour des problèmes qu'ils avaient dans la famille, avec les enfants, par exemple. C'était important qu'ils sachent que vous étiez d'une famille religieuse? Non, parce que pour eux, à leurs yeux, de toute façon, tel que je suis aujourd'hui, je ne rentre pas dans leurs critères. Mais malgré tout, ça veut dire, malgré tout, ils venaient donc pour voir comment s'occuper de leurs enfants mieux, etc. Et souvent, ils font ce qu'on appelle des shidduchim, trouver un mari ou une femme pour leurs enfants. Oui. Et donc ça j'ai fait beaucoup parce que c'est un des domaines de l'astrologie qui m'a beaucoup intéressé, la synastrie. Ils peuvent m'amener une liste de 10 ou 15 personnes qui sont peut-être un parti qui leur convient, et j'ai fait déjà une élimination au départ. Présélection. Oui, en disant voilà, ça peut marcher, ça, no way, etc. Et c'est intéressant, c'est très intéressant. J'ai travaillé beaucoup aussi avec quelqu'un qui travaillait à l'époque au ministère du Travail, qui trouvait du travail pour les gens, et qui donc venait chaque semaine avec beaucoup de cas, et on s'attelait à leur trouver la direction qui, dans nos critères à nous, avec nos outils à nous paraissait le mieux. Et c'était aussi très passionnant. Et j'ai beaucoup travaillé avec des couples. Sur le papier, ça paraît une attribution tout à fait logique de l'astrologie, effectivement. Surtout quand on a un grand nombre de cas possibles, de savoir trier. Oui. Et à faire ce tri, c'est intéressant parce que finalement la femme, ici dans la procréation, il y a aussi un tri qui se fait. C'est savoir un choix qui se fait. Quelque part, ça doit vous convenir. Je pense que pour une femme notamment, cette fonction de sélection est en phase avec un instinct très profond de ce qu'il faut choisir, parce que c'est le processus de l'ovulation qui est aussi un peu... J'entends bien la relation. Enfin, a priori, c'est quand même basé sur des choses très précises, sur deux thèmes, voir s'il y a une entente c'est même possible. des degrés. Oui, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et vous avez eu des bacs... vous avez eu comment dirais-je, des feedbacks par rapport à tout ça? Souvent, et en général, j'ai des bonnes nouvelles, et j'ai des patients des clients, enfin c'est des patients aussi, que je vois depuis énormément d'années. Mais est-ce que on vous montrait les photos des gens, même pas? Non. C'est ça? Non, pour moi, la photo de quelqu'un, c'est son thème astral. Mais parfois, il y avait des différences d'âge importantes dans un petit mariage qu'ils essayaient de faire? Non. Non, ça se fait plus, ça. Je veux dire, ça se fait peut-être, ça peut arriver, mais ça, c'était des familles qui voulaient marier leur enfant avec quelqu'un de leur âge. Donc ça, c'est vraiment... je ne dis pas que ça n'existe pas en France, mais on est vraiment là dans une ethno-astrologie particulière. Vous êtes l'astrologue de sociétés, de groupes qui font appel à une profession précise qui est celle de... C'est pas une agence de matrimoniale, mais c'est qu'on appelle en français une entremetteuse, c'est pas très joli comme expression. Oui. Une marieuse, on disait la chakranite. Okay. Mais il paraît que c'est un des plus beaux métiers du monde. C'est vrai qu'il y a un commentaire qui dit que
une des principales activités de Dieu d'arranger le mariage. Et il a beaucoup de travail, je suis sûre. Mais moi, par exemple, ça m'a beaucoup aidé. Aussi, d'ailleurs, ça a dû être la raison de base quand j'ai commencé à étudier l'astrologie, puisque j'avais vu, en tout cas avec Joël de Gravelaine, qu'on pouvait avoir en quelques minutes beaucoup d'informations sur la personne en face. Ça, j'avais trouvé vraiment fantastique. Et effectivement, quand j'ai rencontré mon mari, je veux dire, moi j'ai fait forcément son thème tout de suite. Une semaine après, on a décidé de se marier. 2 mois après, on était mariés. Ça fait 22 ans qu'on est mariés. On va très bien. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a énormément aidé. C'était un raccourci. Oui, quand je vous ai rencontré ça doit être en 93 ou 97, même avant. Je ne sais pas si vous étiez déjà marié. 88. Vous étiez déjà là en tout cas. Oui. En 88, si j'étais ici, j'étais mariée. Donc j'étais déjà marié. Effectivement, et donc oui, il y a aussi oui, c'est vrai qu'il y a dans le Talmud des propos sur l'astrologie, des choses même assez surprenantes dans le Talmud. Souvent, il relie le fait d'être un homme pieux avec le fait d'échapper à certaines influences négatives de l'astrologie. C'est assez étonnant parce que c'est-à-dire qu'on prend, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la pratique de l'astrologie, quelqu'un qui est pieux pourrait faire gommer en quelque sorte les mauvais aspects de son thème. Enfin, c'est une idée du Talmud. On dit En Mazal Israël, qu'il n'y a pas mais avec la restriction que c'est pour le juif particulièrement pieux. Oui, mais la question c'est qu'est-ce que c'est Israël? Ça veut dire effectivement à qui ça s'adresse, d'une part. Mais moi je ne vois pas l'astrologie comme une influence. Je ne pense pas qu'un thème astral influence quelqu'un, ni qu'une planète dans telle position influence. Ça nous reflète. Oui. C'est le contraire. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs, c'est ce que dit aussi Barbara. Il dit, on parle de synchronicité, quelque chose qui se déroule, c'est comme une sorte de bande dessinée qui se déroule en même temps. Ici et là, et qu'en essayant de comprendre ce qui se passe là-bas, ça nous permet une certaine distance pour mieux comprendre ce qui se passe ici. Oui, c'est vrai que c'est une représentation des choses qui est assez acceptée. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à accepter cette point de vue, parce que moi j'ai une position, ça oppose Aristote à Platon, une position qui est plutôt, justement, tout à l'heure vous parliez des choses qui arrivent. Il y a des gens qui considèrent que les choses leur arrivent. Oui, mais il y a ce qu'on appelle le commencement, il y a des choses qui commencent et des choses qui arrivent. Et avant que les choses n'arrivent, elles ont commencé. Et l'astrologue doit-il se placer à l'arrivée des choses ou au commencement des choses? Et si elles sont au commencement, à la source, si vous voulez, à la source, si elles sont à la source, eh bien finalement, si l'astrologie est une science de la source, elle n'est peut-être pas une science de l'arrivée des choses. Et donc par conséquent, la source, oui, mais quand aussi un le événement chemin. arrive, par exemple, vous êtes en train de dire, par exemple, que pour ce qui est arrivé en 2001, là, le mois de septembre, si on regarde le ciel à ce moment-là, ça correspond. Donc c'est quelque chose qui se passe à ce moment-là. Mais en fait, en même temps, ça s'est préparé, il y a eu des étapes antérieures, il y a eu des gens qui ont préparé pendant des mois. C'est pas parce qu'on n'a pas, nous, tous les outils pour bien comprendre tout ça, ou que les informations n'y sont pas. Oui. Mais je vous disais tout à l'heure que malgré tout, vous disiez justement, il ne faut pas attendre que les choses arrivent, il ne faut pas penser que l'astrologie va nous dire ce qui va nous arriver. Non, l'astrologie va nous dire, va nous aider à faire les meilleurs choix, avec ce qui est possible. Vous n'avez pas l'impression parfois, justement, un peu de prévision, je sais pas, comme vous disiez, pour vous, il n'y avait pas de prévision, enfin, on ne faisait pas de prévision dans le judaïsme. Je suis très prudente avec ça. Et je pense que c'est dangereux aussi parce que ça ferme les choses. Et je pense que le choix est entre nos mains, que Dieu, au bout du compte,
Donc vous disiez que vous ne faites pas de transit ou de progression? Non, je regarde, mais je ne regarde pas en tant que prévision. Je regarde forcément, je fais ces thèmes-là, pour voir les meilleures périodes. Si quelqu'un veut ouvrir un business, ou veut se marier, ou veut acheter une maison, on peut très bien voir sur un thème quels sont les moments les plus propices pour ça. Mais ça n'appelez pas, vous n'appelez pas ça une prévision? Je n'appelle pas ça la prévision, non, j'appelle ça du bon timing. Faire les choses au bon moment, ça facilite la vie. Faire les choses en conformité avec Voilà. le plan, un certain plan. Effectivement. Et donc il y a des... Je pense que nous avons beaucoup de choix. Quand un transit particulier arrive, il faut examiner toutes les possibilités auxquelles on peut penser. Et ça n'est pas limité, ça dépend de la personne, ce qu'il va en faire. Oui, ça peut se traduire par vraiment de différentes façons. De toute façon, même un événement aussi grave qu'il soit, il y a toujours un après. Il y a toujours, quel que soit, c'est jamais terminé. Même si quelqu'un a un énorme accident, il y a encore d'autres choses qui viennent par la suite. Mais effectivement, il y a des signaux plus ou moins subtils, voyez-vous. Par exemple, des choses qu'on voit arriver de très loin, qu'on voit arriver, c'est pas le sens vrai. Il y a des choses qui se manifestent de très loin et que certaines personnes voient venir de très loin, et puis des gens qui ne voient pas les choses venir de loin et qui ne les voient quand elles sont très proches. Alors c'est déjà deux situations différentes. Parce que dans l'astrologie politique, j'imagine que c'est très important de voir de loin ce qui se passe. Vous avez des graphes, vous avez des points de référence, des choses qui sont déjà passées dans l'histoire qui se répètent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a aussi cette capacité, cette inégalité entre les uns et les autres. Par exemple, il y a des gens qui ont une meilleure vue que d'autres, qui voient les choses, ils ont besoin d'être collés sur les choses pour les voir. Et les personnes, donc ça aussi, les personnes qui ne voient les choses que de très près, elles vont laisser les choses prendre une grande dimension. Les gens qui les voient de loin, ils vont peut-être réagir beaucoup plus rapidement, et donc ça ne va jamais prendre d'énormes dimensions. La Vierge et le Sagittaire, par exemple. Ben voilà. Alors vous pensez que le Sagittaire, il voit de plus près, il voit les choses arriver de plus loin, ou c'est l'inverse? Oui, non, le Sagittaire a une vision de l'ensemble des choses en général. Oui. La Vierge est plus dans le détail. Donc effectivement, elle ne verra les choses que quand elles seront plus tournées. Et donc par conséquent, ce sont des choses plus grosses, puisqu'elles seront plus proches d'elle. Oui. Donc c'est ça que je voulais dire aussi. Et puis aussi quand même, alors je disais que l'astrologie était peut-être réservée à certains personnages, parce que si on va jusqu'au bout, ben effectivement, il y a des gens qui sont... On retombe dans la prophétie, à la limite, des gens qui voient arriver avant les autres certaines choses, qui prennent les devants, qui sont des pionniers, et d'autres personnes qui vont suivre les pionniers, c'est-à-dire qui vont les accompagner, et qui n'auront pas directement été en prise avec l'énergie originelle, qui n'auront capté cette énergie qu'à travers l'énergie de ceux qui ont eux-mêmes été les premiers à capter. Enfin, moi, ce que j'appelle les captations comme ça par ricochet. On voit bien ça dans la vie. Si l'astrologie était enseignée à l'école, dans les petites classes, ce serait un langage qui serait familier à tout le monde. Alors après, les gens feraient ce qu'ils ont envie. On ferait ce qu'ils voudraient. Mais c'est un outil au départ pour tout le monde, je pense. Oui. Alors, tout le monde va apprendre l'anglais, pas tout le monde va devenir interprète après. Mais il y a au moins une base, il y a au moins une connaissance des choses, une connaissance de ça. Alors justement, j'en parlais récemment. Est-ce que vous pensez que vos clients, vos patients, je ne sais pas comment on peut appeler, est-ce que vous attendez d'eux qu'ils viennent c'est le cas des mariages dont on a parlé tout à l'heure, c'est une affaire assez délicate quand on y réfléchit de près. Parce que finalement, s'ils vous font confiance, ils vont essayer de voir les choses du bon côté. Ce qu'on appelle les self-fulfilling prophecies, c'est-à-dire qu'effectivement, si l'astrologue peut aussi, c'est vous qui avez, je ne sais pas si c'est vous qui avez dit tout à l'heure, que on ne peut pas dire que l'astrologue n'influence pas les gens.
Parce que l'astrologie n'influence pas les gens, mais l'astrologue, il les influence par son autorité, par son charisme, par le fait que ça se réfère quand même à une dimension supérieure. Il n'est pas sans les influencer. Enfin, quand on va voir un docteur, c'est la même chose. Voilà, donc il n'y a pas simplement le fait que l'astrologue a raison ou pas raison. Il s'est fait entendre, il se fait entendre. Il se fait entendre, et plus il se fait entendre, plus ce qu'il dit va correspondre à quelque chose qui va se passer. Oui, justement, c'est pour ça que faire de la prévision, c'est dangereux. Parce que si on dit à quelqu'un, il va t'arriver ça à tel moment, même s'il y a des indications, de toute façon, on ne peut jamais être sûr, effectivement, ça risque de créer des situations, des problèmes, parce qu'on en parle, parce qu'il ne faut pas regarder les choses comme ça. D'abord, il faut toujours voir les choses, les meilleures choses qui peuvent se passer. Quand on dit que deux personnes vont s'entendre, ou devraient s'entendre, c'est quand même une forme de prévision. Oui, ça, je n'ai pas de problème avec ça. On peut l'appeler autrement. Je veux dire que c'est une façon de dire, je pense que ça va bien se passer. Oui, c'est vrai. Ça ne m'a jamais posé de problème. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui fait problème pour le judaïsme? À quel niveau il y aurait un problème du point de vue judaïque? Qu'est-ce qui coince avec l'astrologie? Parce qu'on pense tout le temps que de toute façon, du compte, c'est Dieu qui décide les choses, même si l'homme a le libre arbitre. Il faut laisser cet espace aussi où les choses ne viennent pas forcément de nous. Mais les astres ne nous dictent pas les choses, les astres nous montrent un chemin possible. Mais paradoxalement, si on prend l'exemple que vous avez donné, si les astres, si ce qui se passe dans le haut en haut correspond à ce qui se passe en bas, on ne pourrait pas se dire que les êtres humains sont infaillibles. Parce que d'une certaine manière, ils agissent presque naturellement en phase avec le cosmos, puisque vous dites vous-même que c'est une correspondance qui existe. Oui, qui existe, mais où nous avons un choix de la vivre à différents niveaux. Oui, voilà, mais en fin de compte, tout ce qu'ils font est forcément en phase avec ce qu'il y a en haut. Oui, mais de la façon dont ils vont la faire, ça va dépendre d'eux et ça peut être très différent. Voilà, c'est ça. On peut se servir d'un certain type d'énergie de façon très différente. Voilà. Dans le judaïsme, par exemple, on dit que quelqu'un qui aura un Mars très fort dans son thème, donc Mars c'est la planète du bélier, c'est une planète d'énergie, parfois de violence. Alors dans le judaïsme, on dit qu'il devrait être Moël. Moël, c'est la personne qui fait les circoncisions. Oui, c'est ça. Donc c'est de se servir de cette énergie qu'on reconnaît qu'il a pour en faire quelque chose de bien, pour gérer ça de la meilleure façon possible. Donc il y a des livres d'astrologie juive où ils donnent toutes sortes d'exemples de comment utiliser certaines énergies. Voilà, c'est ça. Donc en fin de compte, de toute façon, il sera en accord, il sera branché sur le cosmos, mais on peut l'aider à être branché de manière plus heureuse. Absolument. Mais de toute façon, le lien, il existera de toute manière. Oui, je pense. Oui. Mais, je prends par exemple, si on regarde justement la psychologie des hommes politiques ou des leaders, on voit bien quand même qu'il y a certains personnages qui sont plus moteurs que d'autres, il faut dire la chose comme ça. Oui, mais vous faites de la prédiction pour les élections, par exemple. Vous regardez les thèmes, vous décidez. Vous savez, non, justement, je ne fais pas ça vraiment parce que justement, la date des élections ne correspond pas. Alors vous allez me dire, le système des calendriers électoraux ne correspond pas forcément à l'astrologie. Enfin, c'est-à-dire quoi? Si les élections ont lieu tel jour, le résultat ne sera pas le même. Si ça a lieu 8 jours après, ça va pas être non, le même. Non, je ne dis pas ça, mais je veux dire que moi j'ai une position que je vais vous exposer très rapidement, parce que je ne suis pas là pour éventuellement exposer des idées, mais je pense qu'il y a des choses qui viennent interférer avec l'astrologie. Tout ne colle pas avec l'astrologie, il y a des choses qui viennent interférer. Et des choses, parfois ça colle, parfois ça correspond, parfois ça ne correspond pas. Par exemple, une élection américaine, elle a lieu tous les 4 ans. Je ne crois pas qu'il y ait un cycle astrologique qui s'ajuste sur ces 4 ans américains. Donc, parfois ça correspond à un certain cycle astrologique, parfois ça ne correspond pas, véritablement. Moi je n'exclus pas. À 4 ans, ça va toujours correspondre à un des moments du cycle de Saturne, je pense. Tous les 4 ans? Non, parce que c'est 28 ans son cycle entier. Oui. Cette fois. Oui, non, alors. Oui, vous voulez dire qu'on va diviser en 7 fois. Oui. Saturne, c'est la planète de la politique. Oui, mais encore faut-il que ça corresponde à un point. Encore faut-il qu'il y ait un point de départ. Il faut qu'il y ait un point de départ. Si le point de départ, on ne peut pas faire
c'est quand même des grandes questions, là on rentre dans les questions techniques. Soit on commence par le Saturne natal. Oui, et quel thème et ça veut pas, comme thème natal, ce n'est pas évident non plus. Bon, soit on décide qu'effectivement, c'est la conjonction d'un certain cycle de Saturne avec une autre planète, avec une autre étoile qui va être le point de départ. Mais ça ne va pas forcément coïncider avec un quelconque cycle électoral. Non, mais peut-être avec le thème d'un des concurrents. Oui, mais moi j'ai encore plus loin de vous. Moi je crois que parfois l'astrologie peut aider à se mettre en phase avec le cosmos et qu'on n'y est pas forcément. Que tout ce que les hommes font n'est pas forcément automatiquement en phase avec le cosmos. Il faut s'y mettre. Alors, vous avez proposé une lecture tout à fait intéressante, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de cet ordre-là qui s'y trouve, mais au niveau des dates, par exemple, on a eu parfois de la chance, mais on peut très bien imaginer une élection dans un pays ou dans un autre, parce que les hommes n'ont pas lieu au même moment, qui tombe tout à fait à côté de la plaque, qui est très malheureuse. Parce qu'au moment où il devrait y avoir un changement, il devrait y avoir un changement d'équipe, il n'y a pas de changement. Au moment où, enfin, je veux dire, c'est pas automatique. Hein. C'est pas automatique, mais si c'est vraiment une mauvaise date, possiblement il y aura 6 mois après les élections, ça arrive aussi. Ah oui, mais dans le cas américain, c'est pas évident. Dans des démocraties comme l'Israël, comme l'Angleterre, il y a une plus grande souplesse, une plus grande flexibilité, mais aux États-Unis, c'est très rigide. Hein. C'est tellement rigide que même quand le président meurt, il n'y a pas d'élection. On garde donc c'est un système qui est d'une rigidité absolue. Je ne suis pas certain qu'il s'inscrive ou qu'il corresponde à aucun système astrologique. Et je ne suis pas certain qu'on est obligé. Par contre, ce qu'on pourrait souhaiter, nous astrologues, c'est que, vous me direz que je pousse le bouton un peu loin, mais on pourrait souhaiter qu'on nous écoute pour déterminer la date des élections. Et pas simplement pour dire ce qui va se passer aux élections que eux, les laïcs, ont choisi. Mais une bonne date pour le pays, oui. Qu'il soit une bonne date, c'est sûr. Faut qu'il soit une date qui soit significative au niveau, comme s'il y a un renouvellement, s'il y a un besoin de renouvellement, que astrologiquement on soit dans un moment de renouvellement. Là, moi je trouve qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on joue un peu avec le feu. C'est-à-dire qu'on a un système qui est très aléatoire et qui a des effets considérables et qui n'est absolument pas maîtrisé. Alors que nous, astrologues, enfin, encore nous astrologues n'ont pas forcément la vérité, mais l'astrologie pourrait aider à les juristes, ceux qui travaillent dans le domaine de la Constitution, à trouver un point de départ qui soit satisfaisant et un rythme de renouvellement qui soit satisfaisant. Ce serait très bien. Mais ça prouve bien que tout n'est pas forcément... Non, ça ne prouve pas ça. Ça prouve qu'on ne s'y connaît pas encore suffisamment bien. Pour moi, c'est tout ce que ça. Pardon? Il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, où il y a des indices qu'on n'arrive pas encore à lire. Oui, bien sûr. Mais je pense que... Tout fait sens, en fin de compte. Oui. Moi, je pense que parfois les gens font de l'astrologie sans le savoir, ils ne font pas forcément de la bonne astrologie. Qu'est-ce qu'on peut appeler de la pseudo-astrologie? Parce que finalement, quelque part, ces cycles électoraux, c'est une forme de pseudo-astrologie. C'est une cyclicité qui donne la prévision qui va être élue, etc. Non, mais je veux dire que même les États qui déterminent leur propre date, ils font de la pseudo-astrologie. Parce qu'ils inventent, ils donnent l'impression qu'ils déterminent des dates, qu'ils fixent des échéances, et ces échéances, elles sont purement numérologiques, je dirais, elles sont purement des calculs de chiffres qui n'ont rien à voir avec le cosmos. Il y a notre société comme ça, même en astrologie, comme vous le savez très bien, il y a des choses qui sont plus directement basées sur l'astronomie, et d'autres choses qui sont moins évidentes sur le plan astronomique. Même, par exemple, le changement de signe. C'est sûr, mais... Joëlle de Rabelais, ça ne la préoccupait pas beaucoup, ce problème. Non, moi non plus. Ça marche, peut-être que c'est avec l'astrologie. La Lune noire, elle a beaucoup travaillé, elle a écrit un très beau livre sur la Lune noire. Elle cherchait plutôt à avoir été assez pragmatique, finalement. Oui, tout à fait, très. Voilà, et vous êtes un petit peu comme ça aussi. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Oui, aussi, si ça fonctionne, c'est bien. Voilà. C'est un peu comme ça Catherine Audier nous parlait l'autre jour dans un entretien. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours une logique évidente par rapport à l'astronomie et l'astrologie aujourd'hui, mais ça ne me dérange pas. Oui, mais ça, là vous touchez un sujet assez délicat dans mon cas,
sais pas si ça vous plaît ce que je vais dire, mais les femmes n'ont pas toujours la même attitude par rapport à l'astrologie que les hommes. Il y a des choses pour lesquelles les hommes, ça coince, et pour certaines femmes, ça passe. Parce que, par exemple, vous ne pensez pas que ça va dépendre du thème de l'astrologue, homme ou femme, plutôt que du fait que ce soit un homme ou une femme? Mais moi, dans mes entretiens, Muriel Taylor, j'ai remarqué que ça correspondait quand même plus, ça correspondait aussi quand même à une division sexuée. Que les hommes ont plus besoin de logique et de... C'est-à-dire que souvent, par exemple, des propos du genre, par exemple, on ne sait pas très bien pourquoi ça... Sur le plan théorique, c'est pas évident, mais qu'importe du moment que les résultats sont satisfaisants. C'est un discours que j'entends assez souvent. D'ailleurs, si vous-même vous allez sur Téléprovidence, c'est partie des choses amusantes à entendre. Vous écoutez les uns et les autres parler, vous verrez que sur certaines choses, il y a des sortes d'évidence pour les uns, pour certains groupes d'une catégorie. Enfin, moi, personnellement, je pense que je ne néglige pas cette question du tout du masculin et du féminin. Et je pense même que, vous parliez tout à l'heure de tolérance, de compréhension des uns et des autres. C'est très important de se tolérer entre signes zodiacaux différents. Mais je pense qu'il faudrait déjà commencer à se comprendre au niveau d'être un homme et une femme. On a fait beaucoup de progrès au siècle dernier, enfin ce siècle, au siècle dernier. Voilà, mais je pense que c'est... Alors j'ai fait une remarque, je vous la soumets, peut-être que là aussi ça ne vous paraîtra pas évident. C'est vrai que substituer des dualités comme masculin-féminin, remplacer cela par des typologies planétaires, ça peut paraître un dépassement heureux, une bonne chose, de ne plus classer les gens entre hommes et femmes, mais en les classant par les hommes et les femmes sont différents, c'est indéniable. Oui, mais... Et les femmes et les hommes d'un même signe vont avoir effectivement des attitudes un peu différentes, mais quand même quelque chose de très fort en commun. Oui, mais moi je pense que dans certains cas, c'est une façon de remplacer des différences par d'autres différences, qui sont plus acceptables, qui sont mieux admises. Par exemple, on va pouvoir parler très longuement sur la différence entre le bélier et le taureau, de façon tout à fait légitime finalement, entre telle planète et telle planète, et il y a des sujets sur lesquels qui sont plus ou moins tabous dans notre société, sur lesquels on n'a pas trop à insister. Donc, par exemple, parce que je veux dire, en Israël, je ne crois pas qu'il y a des sujets tabous. Tout passe dans la presse. Non, mais quels sujets sont tabous? Les sujets tabous, c'est par exemple il y a eu des centaines entre Séfarad et Ashkénaz, par exemple. On a dit ça. On peut discuter. Il y a des gens qui, je ne sais pas, moi je ne suis pas israélien, enfin, il y a des gens qui peuvent. C'est pas un sujet tabou, c'est un sujet d'actualité. Oui, c'est un sujet d'actualité. Pas trop d'actualité, heureusement, mais c'est un sujet d'actualité. Sur lequel on peut trouver que c'est moins pertinent de parler des Ashkénazes et des Séfarades que de parler des signes zodiacaux, par exemple. Parce ça, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ashkénazes et Séfarades, c'est deux cultures différentes. Les signes zodiacaux, c'est la personnalité de chacun, le destin. Oui, mais c'est plus... Vous savez, on a un instinct de différence, on a quand même parfois envie de différencier les choses, de distinguer les choses, et sur certaines questions, il y a des blocages. Donc, je crois que moi j'ai remarqué que les gens ont beaucoup de plaisir à différencier les signes les uns par rapport aux autres, parce qu'il y a dans notre mental, on a besoin de différencier, d'exercer notre esprit à les différencier. Et par certains côtés, il y a d'autres, dans certains domaines, on n'est pas tellement invité à le faire. Donc c'est une compensation à pouvoir exprimer son besoin de différenciation pleinement et sans être limité, alors que dans la société, on n'a pas toujours cette même liberté, c'est ce que je veux dire. Je vous soumets cette réflexion. Je pense que c'est des discussions entre astrologues. C'est un langage qui est évident entre astrologues de parler. Moi j'ai fait beaucoup de séminaires en Angleterre, à Oxford.
La faculté d'astrologie organisait tous les étés des séminaires. Vous y êtes allé? Vous êtes intervenu? Non, j'étais à l'époque où j'étudiais là-bas. D'accord, la faculté d'astrologie c'est formidable, j'ai vraiment passé des moments fantastiques. Et d'être avec des gens où personne ne remettait en question l'astrologie, c'était évident pour tout le monde. Et à partir de là, de voir les thèmes, de travailler, d'étudier, c'était du bonheur. Oui. Et est-ce que vous imaginez, alors justement ça me fait penser, est-ce que vous rêveriez d'une société où on entend lorsque vous dites qu'un peu que, au fond, ce serait merveilleux si vous pouvez imaginer des sociétés où les gens se réfèrent les uns aux autres d'après l'astrologie, d'après certains éléments, un facteur astrologique. Est-ce que c'est vraiment faisable? C'est vrai que dans les groupes d'astrologie, on a l'impression parfois que ça se fait. C'est-à-dire dans ces groupes là-bas, on ne met pas son nom, on met soleil dans tel signe, la lune et l'ascendant, et quand on a quelqu'un en face de soi, tout de suite il y a un portrait qui se forme. C'est beaucoup d'informations. Et une information qui est plus intéressante que celle qu'on pourrait comme ça avoir. C'est autre chose, on a des informations du visage des gens, de plein de choses, leur façon de parler, etc. Mais là, c'est quand même très intime. C'est indiscutable de notre côté. C'est indiscutable entre astrologues. C'est-à-dire que c'est à la fois intime mais indiscutable. C'est-à-dire que si vous avez telle planète dans tel signe, c'est un fait. Par contre, si je vous trouve comme ceci ou comme cela, c'est subjectif. Donc, il y a déjà ici une sorte de besoin aussi, besoin de savoir, qu'il n'y ait pas de débat sur ce dont on parle au départ. Même si on peut les interpréter différemment. C'est-à-dire que les premières années où je travaillais en astrologie, j'ai été beaucoup agressée par tous les gens qui n'y croient pas. Et au départ, on est tellement enthousiaste qu'on a envie de convaincre tout le monde. Donc, quand on est jeune et qu'on y croit, on a vraiment envie de... C'est comme les gens qui deviennent religieux et qui ont envie d'ouvrir les yeux du monde entier. C'est une illumination, ça passe. Mais après, je ne me suis plus jamais lancée dans les discussions. Parce que les gens qui n'y croient pas, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils se basent sur les horoscopes des journaux pour dire que ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec ça. Et au-delà de ça, ils n'ont pas d'informations, donc ça n'est pas intéressant. Et inversement, ceux qui veulent venir à l'astrologie, eux-mêmes ne savent pas non plus. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que les gens s'imaginent aussi des choses, soit favorablement ou défavorablement, de toute façon, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Oui. Mais quand j'ai eu des clients qui vraiment s'intéressaient et qui revenaient, je dirais trop, alors c'est des gens que j'ai intéressés tout de suite à étudier. Parce que si c'est un langage qui leur parle, alors qu'ils l'apprennent et qu'ils s'en servent, s'ils ont besoin avant chaque décision, qu'ils prennent les outils en main. Vous savez, c'est un peu ce qui arrive avec les gens qui suivent des cours. Oui. Les gens qui suivent des cours, c'est pas toujours pour devenir astrologue. Ah non, c'est sûr. Loin de là. Encore, on me l'a dit encore récemment, c'est des gens qui veulent vivre l'astrologie de manière intensive, qui veulent s'imprégner, et qui en plus, ça devient une sorte de... Ça devient des séances, quelque part. Oui, tout à fait. Ça devient des séances de sorte de thérapie de groupe, par certains côtés. Oui, c'est passionnant parce que c'est très intime. Les groupes d'astrologie où on étudie, on a les thèmes de chacun sur la table pour discuter certains aspects. C'est vraiment excitant. Oui, c'est oui. Non, c'est intéressant. Mais moi, je reviens toujours à cette notion parce que, regardez, en fait, je vais peut-être faire un détour pour dire ce que je venais de dire, mais vous, par exemple, qui êtes arrivé dans un pays étranger, même si vous êtes juif, on sait très bien que ce n'est pas suffisant pour ne pas se sentir étranger. Quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne capte pas bien. On ne connaît pas tout de suite les codes. Donc, parfois, on apprend les choses avec du retard. Quelqu'un qui est dans son propre pays, souvent, il capte les choses plus rapidement. C'est sûr. Donc, il y a un retard. Et on pourrait se demander si l'astrologie ne permettait pas de combler ce retard. C'est-à-dire, imaginez que moi, par exemple, je vis dans un pays étranger, où tout simplement j'ai l'impression d'être dans un monde où je ne comprends pas les gens, où ils ne sont pas transparents, où je ne les capte pas bien, et tout d'un coup je vais me dire que peut-être par l'astrologie, je vais y arriver plus rapidement. Facilement. C'est une tentation de combler un manque au niveau du signe.
Mais il y a d'autres choses avec. J'imagine que si j'allais en Chine, même si j'avais les thèmes astro de tous les Chinois qui m'entourent, ça ne me permettrait pas forcément de... Il y a toute une culture qui va avec, qu'il faut aussi intégrer. Parce que beaucoup, vous savez, c'est un mot que vous n'avez peut-être pas employé, c'est la notion de rapidité, vous l'avez employé quelque part. Cette notion de rapidité qui est mise en avant, c'est un raccourci, l'astrologie. C'est un raccourci, mais c'est aussi un rattrapage, je dirais. C'est un rattrapage à pouvoir... imaginons par exemple, je vais prendre un exemple, imaginons quelqu'un qui soit toujours un petit peu à la traîne. Bon, un enfant qui ne marche pas assez vite ou qui ne comprend pas tout de suite aussi, etc. Et puis on lui promet quelque chose qui va lui permettre d'être plus performant. C'est satisfaisant aussi, c'est-à-dire qu'il va dire, ah ben comme ça, et d'ailleurs c'est intéressant au niveau des enfants, pour bien, on pourrait imaginer certains enfants, et peut-être pas n'importe lesquels, qui sont plus attirés que d'autres par l'astrologie, et on s'apercevrait peut-être, moi je parle un peu comme sociologue, hein, que ce n'est peut-être pas n'importe quels enfants. C'est peut-être des enfants qui viennent de milieux qui ont peut-être des problèmes d'intégration, qui ne captent pas toujours aussi bien que les autres ce qui se passe, et qui se disent que par l'astrologie, ils vont y arriver plus rapidement qu'ils ne le faisaient avant, et deux, que si tout le monde fait l'astrologie, on sera tous à égalité par rapport à cette perception des signes. Il y a une notion d'être tous avec le même bagage, en fin de compte. C'est énorme, ça permettrait tellement aux gens de comprendre mieux, d'avoir plus de tolérance pour les autres. Ça peut complètement changer la façon de voir les choses. Mais pour les parents, ça veut dire ces petits livres à l'époque, c'est pour quand même les enfants, je savais que souvent ils allaient dire ça avec leur mère, et je pense que c'est un outil pour les parents aussi. Une mère qui comprend, si son enfant est sagittaire, c'est un enfant qui plus qu'un autre, par exemple, a besoin de limites. Les enfants ont tous besoin de limites, mais un enfant sagittaire encore plus. Ou si elle a un enfant qui est capricorne, c'est un gosse qui très tôt aura besoin de responsabilité dans la vie. Et ça peut donner très très vite des directions, des indices. Alors moi je vous répondrai sur ce point que il y a aussi le problème des parents, le père et la mère. Vous me direz que je prêche pour mon église, enfin ça veut dire. Parfois, vous allez me dire, parce que je vais vous dire un truc qui va peut-être vous paraître bizarre, mais il semblerait que la fonction des paternels, justement, consiste à capter des potentialités des enfants. Il y a un instinct de ce qui est en germe, voyez-vous, ce qui est encore très indéterminé, je peux dire. Et que les femmes, elles captent les choses quand elles ont déjà pris une plus tournure, si vous voulez, quand ça s'est déjà un peu plus développé. Et donc, par conséquent, il y a toujours cette idée, dans la dialectique masculin-féminin, de dire, peut-être que par l'astrologie, je vais arriver à avoir cette faculté de percevoir les choses plus tôt que je ne le fais d'habitude, et donc de capter des vertus en quelque sorte masculines en tant que femme. C'est une théorie, mais c'est une théorie qui s'est confirmée par le fait que, comme vous le savez peut-être, dans les réunions astrologiques, il y a une très très grande majorité de femmes. Comme si elles étaient en recherche de quelque chose de l'ordre du masculin que l'astrologie leur apporterait, une sorte d'animus, que l'astrologie leur apporterait, un animus qui serait défini par une certaine faculté à voir les choses dans leur germination, puisque l'homme est l'être de la germination, l'être du commencement des choses. Vous, si les femmes, pour caricaturer, si les femmes vont vers l'astrologie, c'est parce qu'il leur manque quelque chose, au lieu qui est une qualité spécifiquement masculine, au lieu de se dire qu'elles ont peut-être au départ quelque chose en plus. Voilà. Et qui fait qu'il y a beaucoup de femmes astrologues. C'est vrai qu'en Israël, il y a beaucoup d'hommes astrologues. Oui. Moi, je ne les connais peut-être pas, d'ailleurs. J'aimerais bien, d'ailleurs, que vous me... Enfin, je ne sais pas, moi, ça m'intéresserait, parce qu'au final, je n'ai pas eu la chance, malheureusement, de rencontrer tout le monde, et même, je ne sais même pas qui je dois rencontrer, et soit cette fois-ci, je ne le fais pas. Mais
je sais que je vais rencontrer parmi Yaron Livnet demain matin. Je pense à lui justement maintenant. J'ai étudié beaucoup avec lui. Donc lui, dès que je lui ai téléphoné, il dit, je le connais déjà depuis longtemps, il m'a dit oui, on se voit demain matin à 10h. Voilà. J'ai jamais organisé des choses. Il ne parle pas français. Comment? Non, mais on va parler en anglais. De toute façon, je vous l'ai dit, j'en ai pris mon parti. Hein. De toute façon, nous, on a interviewé des gens comme Robert Hahn, comme Nick Campion en anglais, comme Barbara Kirby. Moi, j'ai surtout étudié tous ces auteurs-là. On a même filmé tout un séminaire de Nick Campion dans le cadre de la faculté. Kev Mayo. Quand j'ai étudié l'astrologie française était très... je ne sais même pas quel mot dire. Oui. Enfin, j'ai lu surtout les ouvrages américains en anglais. Oui. Et j'ai lu quelques auteurs français, mais la grande majorité des... Ben, l'un des buts de la télévision francophone, c'est quand même de... Ça va être quand même, c'est un argument de poids quand même, parce que les anglophones n'ont pas la même chose, n'ont pas l'équivalent. Ils ont quelques vidéos chez les uns et les autres, mais ils n'ont absolument pas l'équivalent de ce que nous avons. C'est que ça impressionne quand même. Hein. Et le contenu aussi impressionne. Je veux dire que on va quand même on sera peut-être plus fiers demain d'être astro-francophone qu'on a été jusqu'à présent. C'est quand même impressionnant. On voit aussi des tas de colloques depuis 20-30 ans. Quelqu'un, enfin, je veux dire, ça se pose un peu là, comme on dit. Mais c'est vrai que je pense juste que le métier d'astrologue est quand même pas un métier qui est particulièrement accepté aujourd'hui, et que pour un homme c'est beaucoup plus difficile de prendre ça comme profession, au niveau financier, à toutes sortes de niveaux. C'est pas une décision facile pour un homme aujourd'hui. Non, mais sur le plan professionnel, je suis parfaitement d'accord avec vous. Sur le plan professionnel, la proportion d'hommes reste très importante. Mais moi, je ne parle pas des professionnels de l'astrologie. Je parle des gens, comme vous dites tout de même, je ne dirais même pas des clients, c'est un autre problème, mais de cette population intermédiaire qui sont les étudiants en astrologie, qui n'ont pas du tout l'intention et qui ne débouchent pas forcément leur profession, qui ne sont pas non plus des clients occasionnels. Et là, véritablement, tout le monde est d'accord, et ce n'est pas du tout ma thèse en particulier, tout le monde est d'accord pour considérer qu'il y a une écrasante majorité de femmes. Enfin, moi, j'ai beaucoup enseigné à des gens qui ne voulaient pas être astrologues, mais qui allaient se servir de l'astrologie dans leur travail d'une façon ou d'une autre. Oui. Mais des médecins, je veux dire, donc ça serait un outil en plus. C'est pas pour être astrologue. Oui. Ça, c'est un autre cas de figure, effectivement. C'est vrai que l'astrologie est utilisée par, comme vous dites, effectivement, par des... La médecine, c'est passionnant. C'est aussi tout un domaine de l'astrologie qui est extrêmement intéressant. Oui, je reconnais, mais c'est vrai qu'il faudrait se demander... Il faut toujours se demander... Moi, vous allez me dire que vous posez des questions complètement ridicules. Il faut se demander pourquoi les gens font de l'astrologie. C'est jamais innocent. C'est jamais innocent. Même un médecin qui demande ça, moi, personnellement, ça m'inquiéterait plutôt qu'autre chose, à la limite de vous. Un médecin qui veut voir le thème de son patient? Ça m'inquiéterait, oui. Pourquoi? Parce que... moi je vous propose un scénario qui va peut-être pas vous... Oui, moi je vous donne ça. Pour repérer des maladies chroniques facilement, ça pourrait lui donner plein d'indications. Oui, non mais, premièrement, tous les médecins ne font pas ça. C'est sûr que non. Ils ne font pas ça. Bon, alors, maintenant, quand il y a une minorité de médecins ou de quoi que ce soit d'ailleurs, dans n'importe quelle activité, il y a toujours une minorité. Une minorité de gens qui disent, que ce soit des psychologues, des thérapeutes, des médecins, qui disent, moi, je pense que ça serait mieux pour moi de recourir à l'astrologie, je m'interroge. Je me dis, et ça fait, c'est un petit peu un leitmotiv dans la discussion, c'est le problème de sémiologie, c'est-à-dire de lecture des signes. Il y a des personnes qui lisent moins bien les signes. Je ne parle pas des signes zodiacaux. Bon. Quand on ne voit pas bien les signes, quand on ne capte pas certains indices, il faut bien remplacer par autre chose. Imaginons par exemple. Ça peut être une confirmation. Ça me rassurerait tout à fait de savoir que mon médecin regarde. Moi, ça me rassure. Alors, de deux choses l'une. Alors, si l'astrologue. Moi, je ne me suis pas présenté comme astrologue absolument orthodoxe, donc si vous voulez, de ce côté-là, j'ai le droit de m'exprimer. De toute façon, c'est un débat que nous avons et ça nous permet justement de répliquer. Parce que c'est pas mal aussi que dans un entretien, à un moment donné, ça tourne un petit peu à une discussion.